employeurs qui, au vu de leurs obligations respectives, vont être en défaut par rapport au Code du travail et donc par rapport à l'administration du travail. Si la directe, en résumé, l'inspection du travail, débarque chez l'un ou l'autre des employeurs et constate que le cumul des activités du salarié dans l'entreprise 1 et l'entreprise 2 fait que le salarié dépasse sa durée maximale du travail, les deux employeurs se retrouvent co-responsables. Ça veut dire que vous faites porter à la charge de votre employeur historique une méconnaissance de ses obligations. Et pour le coup, il peut y avoir des conséquences pénales. Les conséquences pénales sont de deux ordres. La première, ce sont des amendes qui peuvent aller jusqu'à des amendes de 5e classe par salarié qui ne respecterait pas ces obligations-là. Et ça peut Alors, aller jusqu'à c'est quoi une amende de 5e classe, Vanessa? C'est une amende qui coûte cher. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'administration arrive et que c'est la première fois que je suis sanctionnée, c'est une amende de l'ordre de 1 500 €. Par contre, si je tombe sur de la récidive, c'est-à-dire qu'on m'a déjà prévenu, c'est 3 000 € par salarié. Ça commence à coûter cher. Et l'autre sanction, c'est la notion de travail dissimulé. Ça veut dire qu'on estime que l'employeur 1 et 2 n'ont pas respecté les conditions du travail classique et donc on peut donner lieu à des condamnations à partir de 6 mois de salaire d'indemnisation. C'est les risques que chaque employeur va du coup prendre du fait du non-respect de sa durée maximale. Mais vous, en tant que salarié multi-employeur, vous prenez aussi un risque, c'est que votre employeur initial, qui a connaissance de ce que vous dépassez les durées maximales, eh bien lui, il peut aussi dire, moi, je ne veux pas me retrouver dans une situation où je suis hors la loi. À ce moment-là, la loi l'autorise à mettre en demeure le salarié pour lequel il a découvert qu'il ne respectait pas ce cumul légal. Il va le mettre en demeure de respecter les conditions, c'est-à-dire soit d'abandonner l'emploi si effectivement c'est une activité qui ne peut pas être cumulée, soit alors de réduire la voilure. Si le salarié ne respecte pas ces conditions-là, on peut perdre son emploi. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à un licenciement pour faute grave si le salarié qui se trouve dans une situation de cumul illicite poursuit quand bien même il a été mis en demeure. Je fais une petite parenthèse, si je peux me permettre. Attention, mon propos ne vaut que pour des salariés qui sont dans une situation de travail à temps plein initial. C'est-à-dire que quand je suis à temps partiel, j'ai une latitude de cumul de mon activité qui est d'autant plus importante puisqu'on nous dit que le Saint Graal, c'est d'obtenir un temps plein. Donc effectivement, quand je travaille à 24 heures, j'ai au moins le droit d'aller à 35 et éventuellement jusqu'à 44, 48 comme évoqué. Oui, juste donc pour revenir, je crois que la durée légale maximale hebdomadaire du travail en France, c'est 42 heures par semaine. Et il me semble, ou un truc comme ça, et je crois qu'on 48. peut cumuler jusqu'à 48. En fait, mais sur une durée limitée, non? C'est pas ça? C'est 48 heures la base. Et sur une période de 12 semaines glissantes, il ne faut pas dépasser 44 heures de cumul. D'accord? Ok. C'est compliqué. On entend un petit peu derrière. Ok, très bien. Ça marche. Ok. Donc, la première des conditions pour le cumul autorisé, c'est d'aller dans le respect des durées maximales du travail. Et après, on va pouvoir rentrer dans l'ordre des conditions contractuelles. Ça marche. Bon, et ça c'est hyper important. Faites bien attention, surtout les amis, vous qui nous écoutez sur le podcast, si vous cumulez en portage salarial ou si vous avez... le podcast ne s'adresse pas vraiment à des personnes qui cumulent deux jobs. Donc si c'est du portage salarial, c'est parce qu'ils ont des velléités d'indépendance derrière. Mais donc ça va être pas forcément sur la durée. Mais en tout cas, effectivement, voilà, faites juste attention à ce point. Et du coup, une question qu'on se pose régulièrement quand même, qu'on peut se poser parce que il y a ces contrats de travail qui sont parfois dans leur formulation aussi un peu violentes, puis certaines entreprises aussi parfois qui sont assez rigides sur certains points. Est-ce que par exemple, si demain déjà j'ai une activité en micro-entreprise, qui est le cas le plus fréquent finalement pour les gens qui entreprennent à côté, si j'ai une activité en micro-entreprise, est-ce que je suis obligé d'en informer mon employeur, la fameuse obligation de loyauté dont tu me parlais tout à l'heure. Et si par exemple, je sais pas, je fais peut-être 500 balles par mois ou 500 balles tous les 3 mois, tu vois, un truc comme ça, c'est pour éviter de faire du travail non déclaré, quoi. Et puis l'autre question, c'est est-ce que mon employeur, dans la mesure où par exemple, je respecte mes horaires de travail, je n'utilise pas le matériel de mon employeur pour ma seconde activité, je ne passe pas de coup de fil pour ma seconde activité sur mon temps de travail,
en dehors de quand je suis en pause éventuellement, est-ce que mon employeur a le droit d'exercer une pression sur moi, une pression quelconque, en me disant, écoute, non, je suis pas d'accord, t'as pas le droit d'avoir une deuxième activité. Alors, si tu es en micro-entreprise, on est bien d'accord, tu n'auras pas le statut de salarié. Donc, tout ce que j'ai dit sur le cumul et nos histoires de durée du travail ne s'appliquera pas. La loi prévoit précisément la possibilité pour un salarié classique de cumuler une activité pour son propre compte. Donc, l'employeur ne pourra pas aller mettre la pression, comme tu dis, en disant tu respectes pas ta durée maximale. En revanche, on a 3 éléments qui peuvent quand même vous freiner un petit peu. La première des circonstances, c'est d'aller vérifier dans la convention collective dont vous dépendez du fait de votre activité salariée, si cette convention collective ne prévoit pas des activités, et là je parle bien d'activités, qui ne seraient pas compatibles avec votre activité salariée. Imaginons qu'il n'y a pas d'interdiction de cumul, on pourrait dire tout va bien, je continue. Eh bien non, parce que vous avez deux autres dispositions. La première, c'est la notion de clause d'exclusivité qui peut être prévue dans votre contrat de travail. C'est-à-dire que dès que vous avez signé votre contrat avec votre employeur numéro 1, il y avait une petite clause à l'intérieur. Donc, c'était dit que vous étiez d'accord pour consacrer l'exclusivité de votre activité, une fois encore, à votre employeur. Et que si vous ne le respectiez pas, votre employeur peut en prendre des considérations. Ce type de clause est assez fréquent dans les contrats de travail. Ça ne veut pas dire que si vous avez cette clause-là, il faut paniquer et se dire « Ah mince, les 350 € par trimestre que je perçois dans ma micro-entreprise, je suis hors la loi, je vais perdre mon emploi ». Ça ne veut pas dire ça. Tout simplement parce qu'il faut que la clause d'exclusivité, elle soit valable pour que votre employeur puisse vous l'opposer et vous faire pression. Et cette validité, elle est subordonnée à une condition tout simple, c'est est-ce que c'est légitime de dire que vous devez avoir une activité exclusive au regard de ce que vous faites pour votre employeur et de l'atteinte, entre guillemets, aux intérêts de l'entreprise si vous ne la respectez pas. Donc, si jamais votre employeur, qui vous a mis dans votre contrat de travail une clause d'exclusivité, se rend compte qu'en plus de votre activité principale, vous avez un statut de micro-entrepreneur assez limité pour le moment, et qu'il tente de vous faire pression par cette clause-là, attention, n'entrez pas tout de suite tête baissée dans le contentieux et dans la panique. Faites encore une fois voir cette clause à votre conseil ou à un conseil de votre choix. La deuxième clause qui peut être prévue, c'est la clause de non-concurrence. Donc la clause de non-concurrence, elle est prévue au contrat de travail. Elle aussi, elle a des conditions. C'est qu'elle doit être justifiée, elle doit être limitée dans le temps, limitée dans l'espace géographique. Et ensuite, elle doit faire l'objet d'une contrepartie financière. Qu'est-ce que cette clause peut faire pour le salarié qui a une activité micro-entreprise? C'est qu'effectivement, la rédaction de ces clauses-là sont plutôt larges et dit que le salarié s'engage à ne pas exercer d'activité concurrente à son employeur, à la fois en tant que salarié, mais aussi en tant qu'activité indépendante, voire même par le biais d'une personne morale. C'est-à-dire que si vous avez une activité numéro 1, je sais pas, vous êtes plombier, salarié, et que vous avez votre petite micro-entreprise de plomberie à côté, voire même que vous avez créé une SARL à côté, si votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence qui dit que vous ne pouvez pas faire concurrence à votre plombier d'origine parce que vous avez une technicité, etc., vous vous mettez effectivement hors des clous et votre employeur peut vous sanctionner pendant votre contrat de travail et voire après la rupture de celui-ci si vous ne respectez pas les règles. Donc clairement, est-ce que mon employeur peut me mettre la pression ? Oui, il est possible qu'il y ait une certaine pression qui se mette. Maintenant, attention aux rédactions des contrats, attention au volume. Dès lors qu'on respecte la loyauté et la bonne foi dans l'exécution du contrat et qu'il n'y a pas de clause spécifique, on ne peut pas vous reprocher d'avoir une activité indépendante à côté, sous réserve de continuer à faire son travail, puisque là, ça se posera la question de à quoi cher. Et effectivement, l'emploi salarié suppose que vous exerciez une mission contrepartie de votre salaire. Effectivement. Okay. D'accord. Et est-ce que, par exemple, du coup, pour en revenir là, mais tu as déjà plus ou moins donné la réponse, mais je préfère que ce soit clair pour les auditeurs, pour en revenir là, est-ce que, sous le seul prétexte que j'ai une activité annexe
qui n'est pas assujetti à une clause d'exclusivité ou à une clause de non-concurrence. Mais parce que juste, voilà, j'ai une activité annexe. Admettons, même si je fais par exemple l'équivalent de mon salaire par mois et que ça me permet de doubler mon salaire, est-ce que mon employeur a le droit de me dire, bah, écoute, voilà, tu as une activité annexe, donc tu dégages? Non. Clairement, non, puisque si c'est une activité indépendante, qu'on n'a ni clause d'exclusivité, ni clause de non-concurrence, et que vous restez loyal par rapport à votre employeur, et que vous avez envie de passer soirée week-end à travailler, en soi, ça n'est pas un motif de la rupture de votre contrat de travail. Ce qui pourrait devenir un motif, c'est les conséquences éventuelles de votre activité. Là, c'est un petit peu plus fin comme raisonnement. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien imaginer qu'on est tous des hommes et des femmes avec à peu près le même câblage et notamment un besoin de repos. Très souvent dans ce type de problématique, on rencontre des salariés qui font leur job 35 heures comme d'habitude, mais qui par contre passent soir, week-end, congé à travailler au développement de leur activité secondaire. Si sur le principe, c'est pas ça qui va faire qu'on va rompre votre contrat de travail, il est évident que la fatigue que vous allez cumuler, le fait que vous allez passer tous vos congés à faire autre chose, va indirectement avoir une conséquence sur votre attitude au travail. Il ne faut pas se leurrer, les machines, elles fonctionnent pendant un certain moment, mais puis à un moment donné, il y a des failles. Et donc, vous allez peut-être être un petit peu moins à cheval sur vos horaires de travail, des pannes de réveil, des rendez-vous que vous avez calés et puis qu'en fait, il faut modifier, donc c'est plus tout à fait la même qualité de travail. Peut-être qu'il y aura des oublis, pas volontaires, mais voilà. Et donc, des petites erreurs qui peuvent semer votre quotidien de salarié et dont l'employeur pourra évidemment tirer toutes les conséquences puisque lui, il n'est pas responsable de votre autre activité. Donc, attention à la vigilance. Le cumul, ça peut être une façon de voir les choses comme un tremplin, mais ça doit souvent se faire dans un délai quand même ramassé quand on commence à avoir une activité indépendante notable. Alors, qu'est-ce que toi, tu appellerais du coup un délai ramassé pour essayer de donner un peu une vision, justement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer, qui vont au début pas forcément faire beaucoup de chiffres, et puis tu as des personnes qui vont dès le début faire beaucoup de chiffres, eu égard à leur activité, à leur réseau, etc., ou qui, et on va se le dire très franchement, qui avaient commencé à faire leur activité de manière un peu non déclarée, Et qui régularise, hein, on va se le dire comme ça. et qui se disent bon bah voilà, on va régulariser, et puis il faut passer à la vitesse supérieure, et du coup l'objectif c'est de quitter mon emploi salarié. Alors, ma vision des choses est très binaire. La première, c'est de dire que c'est pas une question de chiffre d'affaires, c'est une question de temps. Et la notion de temps, elle est très personne dépendante. Ta capacité, toi, Florian, à cumuler deux activités, c'est peut-être pas la même capacité que chez moi. Donc, j'aurais pas, pour le coup, de réponse en disant, bah voilà, si vous travaillez plus de 45 heures, au secours, il faut arrêter le cumul. Ça serait faux. Ma deuxième vision des choses, c'est que créer une entreprise, c'est beaucoup, beaucoup de temps, c'est beaucoup, beaucoup d'implications et que je comprends la nécessité de se rassurer. Parce que quitter son emploi, c'est aussi quitter un statut social, une protection, mettre aussi peut-être sa famille un peu moins à l'abri. Mais créer une entreprise, c'est un vrai projet de vie. Et donc, pour le coup, si on sait, et si on s'est bien fait conseiller, que l'idée qu'on a entrepreneuriale et la façon dont on a conçu la projection de cette idée à moyen et à court terme peut tenir la route, il faut se faire confiance aux gens qui vous entourent et assez rapidement se dire que si l'activité doit marcher, elle doit marcher par elle-même et que cette protection d'employé n'est que fictif. Si vous avez besoin pour faire vivre votre entreprise ou faire vivre du coup votre famille et vous-même d'un cumul de l'emploi salarié, c'est peut-être qu'on n'a pas soit la bonne idée, soit la bonne stratégie. Et là, il faut se poser des vraies questions. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est ce que je pense vraiment. Mais non, mais tu fais bien, et tu as raison de l'exprimer. C'est un point de vue qui est éclairant, qui peut être partagé ou non, mais en tout cas, c'est bien et c'est Il y a intéressant. nécessairement une période de transition quand on a été salarié, mais à partir du moment où vous avez le sentiment que votre projet est ficelé et que vous avez des choses à faire sur le marché des indépendants,
Faites-vous confiance et allez-y, vraiment. Et à 150%.